Aujourd'hui, je vous propose une émission sur un sujet très général, mais en même temps toujours d'actualité, l'extrême gauche. Comme vous le savez sans doute, en plus du Parti communiste, du front de gauche devrait-on dire aujourd'hui, gravite à l'extrême gauche une myriade de partis, d'organisations qui se réclament du marxisme et du communisme sous toutes ses formes et qui représentent un poids politique et organisationnel non négligeable en France. Qui sont-ils vraiment? Que veulent-ils? Voilà ce que nous allons essayer de deviner, de découvrir aussi tout au long de cette émission. Et pour nous accompagner dans notre réflexion, j'ai prié Monsieur Nicolas Tandler. Nicolas Tandler, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce micro. Vous êtes un spécialiste du marxisme et du communisme depuis de très nombreuses années et vous écrivez régulièrement des ouvrages de vulgarisation sur des grandes figures du marxisme. Citons notamment le dernier Marx, Qui suis-je, aux éditions Pardès, mais vous avez également fait des biographies de Staline, de Trotsky, de Lénine. Alors, cette spécialité vous rendait évidemment un témoin précieux puisque vous allez, j'espère, nous apporter votre vision issue de la connaissance intime à la fois de ces mouvements, mais également de leur idéologie, puisque il y a bien la conjonction d'une pensée qui existe depuis 150 ans et qui peut-être tire son origine de certaines utopies au sens large du terme, et d'organisation extrêmement structurée et disciplinée, très loin finalement de l'image que l'on peut avoir du militant d'extrême gauche, à la fois pacifiste et finalement inoffensif. Inoffensif, voire, comme l'a prouvé l'histoire contemporaine, ce n'était pas toujours le cas. Oui, les origines de l'extrême gauche se situent très très loin dans le passé, puisque beaucoup d'historiens la font remonter aux sans-culottes de la Révolution française, voire même avant, dans certaines déviations de la Fronde, voire au Moyen-Âge, avec des mouvements d'un certain type en Angleterre ou en France, en Picardie, par exemple, la révolte des Jacques, etc., qui avaient l'air au moins, c'est un détail intéressant, d'être soutenu par des éléments de la bourgeoisie parisienne sous Étienne Marcel. C'est la première fois qu'on voit une conjonction de ce type, alors que les bourgeois et Étienne Marcel, tout le premier, avaient le plus profond mépris pour ces êtres incultes des demi-bêtes sauvages à leurs yeux. Ils ont fait un bout de chemin avec eux qui n'a pas duré puisque la révolte des Jacques a été écrasée. Dans un contexte où il y avait quand même les Anglais, le roi de Navarre avec son propre jeu, etc. C'était fourbe et diabolique, si vous voulez. Ça s'est très mal terminé pour les Jacques comme pour Étienne Marcel. Mais il y a eu un début de coopération très suivi, alors que les intérêts étaient diamétralement divergents, y compris économiques. Voilà, donc il y a des racines très lointaines. On pourrait remonter très loin dans l'Antiquité. Oui, Spartacus, qui a été glorifié au XXe siècle, qui était l'un des héros préférés de Marx. Voilà. Donc il y a tout un contexte. Et il y a le contexte français avec la fameuse Commune de Paris, au caractère très complexe, mais que par la suite on a essayé de simplifier et de réduire à 2 ou 3 choses, si vous voulez. Essentiellement le drapeau rouge et son caractère anarchisant, voilà. Et qui naturellement a été incitateur pour les futurs mouvements anarchistes des années 80-90 du 19e siècle et par la suite. Nicolas Tandler, en France et même dans le monde, depuis plus d'un siècle, ce qui structure l'extrême gauche, c'est le Parti communiste, le seul, le vrai, celui qui est afféodé, qui était afféodé à Moscou. Et là se pose évidemment avec l'actualité contemporaine une double question. Les partis communistes sont-ils toujours d'extrême gauche? Et particulièrement en France, peut-on considérer que le Parti communiste et le Front de gauche sont encore d'extrême gauche? Et si oui, comment?
Oui, par leur vocabulaire, par leur façon de s'exprimer, par les discours au niveau du militant comme au niveau du dirigeant, ils utilisent des mots, des expressions, des concepts qui sont révolutionnaires. Et en même temps, ils pratiquent un certain jeu. Alors vous allez me dire, ils jouent le jeu de la démocratie. Que nenni, parce que on ne pense pas souvent que le mot démocratique a un double sens. Et suite au soutien par des pays que nous connaissons, dont la France, aux révolutions démocratiques dans des pays arabes ou dits arabes, on peut se poser la question ce que signifie démocratie. Il y a un double sens. Démocratie, au fond, est révolutionnaire. Quand un communiste emploie l'adjectif, il lui donne un sens révolutionnaire. Mais par ailleurs, dans nos médias, chez nos professeurs de droit constitutionnel, etc., cela signifie le jeu d'institution, un jeu légaliste. Alors, compte tenu de l'ambiguïté du terme démocratique, s'agissant par exemple du Parti communiste, de bien d'autres organisations, y compris certaines tendances du Parti socialiste, y compris certaines tendances des écologistes, etc., je serais tenté de dire il y a le jeu légaliste fixé par nos institutions, et il y a ce qui s'appelle la révolution, c'est-à-dire la descente dans la rue, éventuellement la grève insurrectionnelle, les manifestations permanentes destinées à faire tomber le régime et à le remplacer par un autre, etc., qui ne peuvent ne pas venir nécessairement uniquement de l'extrême gauche dans le cas de certaines situations, mettant par exemple l'existence de la France en danger. Alors donc on distingue deux choses. Alors les communistes vivent perpétuellement comme des funambules, ils utilisent des mots profondément révolutionnaire et anti-démocratique au sens de la démocratie bourgeoise, comme ils diraient eux-mêmes, tout en jouant le jeu électoral et en ne rêvant que de la vraie révolution. Par le fer et par le feu. Qui a du fer a du pain, disait leur ancêtre Blanqui. Qui était assez révéré par les communistes, qui l'accusait de putschisme parce qu'il était un peu impulsif, l'enfermé Blanqui, mais qui est quand même dans leur panthéon. Donc il y a une ambiguïté chez les communistes et pas seulement chez eux. Tenez, un seul exemple et j'arrête. Le président actuel du Sénat, où a-t-il commencé sa carrière ? Je ne le nommerai même pas. Il est membre du Parti socialiste, d'accord, mais n'était-il pas un peu soutien de gens qui posaient des bombes en Espagne ? N'était-il pas très proche d'organisations comme la CNT et autres ? Et je pourrais prononcer des mots espagnols, mais là, il n'aimerait pas, parce que c'était carrément des organisations 100% terroristes. Bon, il a soutenu ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un des personnages les plus importants de la République. Comme quoi, il a peut-être changé. Mais si on revient justement sur la nature profonde du Parti communiste, et notamment du Parti communiste français, ma question sous-jacente est, est-ce que le Parti communiste français a toujours cette vocation insurrectionnelle et révolutionnaire par la force, par les armes et par le sang ? Il est tenu à garder une certaine fidélité à ses ancêtres, quoique de manière abusive, il annexe la commune, où les marxistes ne représentaient pas 1 à 2% et en aucun cas dans les organes de direction, mais il est fidèle à l'image des Jacobins. Il a toujours glorifié Robespierre par tous ses historiens. Je crois vaguement me souvenir que le nom de Maximilien de Robespierre est associé à la terreur. C'est très clair, et il fait parfois des déclarations hallucinantes quand on se donne la peine de les lire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il est donc fidèle à ses origines, il ne peut pas faire autrement, mais aujourd'hui on le sent désemparé, comme un navire qui n'aurait pas de gouvernail. Alors là c'est très simple, parce que ça a été un des gros problèmes du mouvement communiste international, de l'extrême gauche, et pas seulement de ce type de mouvance politique, de toutes les mouvances politiques. Il faut trouver des personnalités adéquates. À l'heure actuelle, quand nous regardons les personnalités à la tête du Parti communiste français depuis la démission puis la disparition de Georges Marchais, nous notons qu'il y a des gens qui ne font pas preuve d'une autorité incontestée, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, l'actuel secrétaire général, fils de son père, haut dirigeant du Parti communiste français, Monsieur Laurent, ou le camarade Laurent, comme vous voudrez, ne passe pas pour un homme qui
impose son point de vue de quelque manière que ce soit, ou qui tente d'avoir des partisans sérieusement groupés derrière lui pour l'imposer. Bon, aujourd'hui, le porte-parole du Parti communiste, Olivier d'Artigol, pèse au moins aussi lourd que Laurent. Donc on peut se poser quelques questions. Or, avant lui, il y a eu Marie-Georges Buffet. Avant lui, il y a eu, par exemple, Robert Hue, etc., etc. Enfin, etc., il n'y en a pas eu tant que ça depuis Marchais, mais indiscutablement... Alors, quelle est votre analyse sur cette faiblesse ? Ce ne sont pas des Staline, ce ne sont pas des Lénine, ce ne sont pas des Trotsky. Et on ne prend pas la révolution avec des gens qui considèrent... Comme disait Lénine, on ne fait pas la révolution avec des... enfin, il avait une expression extrêmement violente pour montrer que ce n'était pas une partie de campagne. Ah non, ce n'était pas... Ah, il avait une expression qui a été reprise, d'ailleurs, chose très curieuse, en Allemagne, qui a été reprise par Adolf Hitler dans Mein Kampf, où il disait le Parti national-socialiste n'est pas un club de débat. Or, c'était directement repris de Lénine dans Que faire ? Le Parti social-démocrate n'est pas un club de débat. Il voulait dire qu'il y a autre chose que le jeu normal, et d'ores et déjà à cette époque en Russie, c'était tout à fait légal de se faire élire au Parlement, à la Douma, les syndicats étaient légalisés, etc. Bon, donc, mais il y a d'autres manières d'arriver au pouvoir. Voilà ce que voulait dire Lénine, et ça a été repris par d'autres, pas nécessairement des gens qui partageaient toutes les opinions de Lénine. Alors, un dernier mot sur le Parti communiste. Le Parti communiste est aujourd'hui une formidable machine de combat politique, qui pourrait être une machine de combat au sens strict du terme, réduit à combat, mais il a encore toutes les structures du passé, toutes, toutes les habitudes, toutes les manières de gérer, etc., et de transformer quelque chose de banal brusquement en instrument révolutionnaire, mais il n'a pas la direction adaptée à un passage à un autre type d'action, ni même peut-être pour certains d'entre eux, ni même ils n'ont pas la volonté. Voilà ce que je voulais dire. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que cela change. Quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Un auditeur, à travers la nationalité donnée à de nombreux étrangers vivant en France, il y a un choix politique qui est la volonté d'augmenter le nombre d'électeurs de gauche. Un auditeur nous demande si on ne pense pas que l'arrivée des idéologues d'extrême gauche apparaisse avec le mouvement protestant de la Réforme. Et enfin, une auditrice nous demande si Marx était vraiment communiste. Et en ce sens, elle dit « Je viens de lire sa biographie écrite par Monsieur Cotteret ». Quelques réponses ou remarques à ces questions d'auditeurs, Nicolas Tandler. Commençons par la première, la question des étrangers. Oui, c'est ce qu'on aurait dit avant 1939. Aujourd'hui, on utilise systématiquement le terme immigré. D'ailleurs, je note que les communistes ont été les premiers à le faire en France dès les années 20 et 30. À ce sujet, les communistes et l'extrême gauche en général ont toujours regardé avec un œil intéressé les regroupements de populations étrangères en France, ont essayé de les encadrer, avec un succès incontestable en ce qui concerne le Parti communiste, ou même au sein de certaines organisations telles que les trotskistes et autres, ou même, et ça c'est très curieux du point de vue historique, parfois certains mouvements que l'on considère comme français pur jus sont nés de populations étrangères en France, notamment dans le milieu anarchiste. Bon. Et donc, les regroupements d'étrangers, la manie de leur donner très vite, par exemple, la nationalité française, dès lors qu'il y a un certain encadrement qui vient même du pays d'où ils proviennent. C'était autrefois le cas dans l'immigration européenne. Il y avait des gens du Parti communiste portugais qui faisaient fonctionner des cellules du PCP en France, ou des Espagnols qui reconstituaient ce qu'ils avaient connu
connu en Espagne avant 39, etc. Mais on oublie généralement, par exemple, que l'Iran a connu un puissant mouvement communiste, le parti Toudeh, le parti communiste, et que dans les immigrés iraniens installés en France, et parfois avec de belles réussites sociales, on retrouve intact l'esprit Toudeh ou chez d'autres. Et donc, ce n'est pas négligeable parce que vous avez une espèce d'international communiste en petit qui se reconstitue derrière plusieurs mouvements politiques français. Le mieux organisé étant traditionnellement le Parti communiste. Donc, ils ont intérêt effectivement à ce que cela dure et ils l'ont prouvé. Quelle était la municipalité qui dirigeait Calais au temps où il y avait un puissant soutien local aux immigrés qui faisaient la navette entre la France et la Grande-Bretagne? Et néanmoins, on retrouve régulièrement et on cite des déclarations du Parti communiste des années 80 s'inquiétant d'une certaine montée de l'immigration, puisque je pense que dans la vision communiste, il y avait une sorte de concurrence potentielle entre les situations d'ouvriers et le risque pour eux de voir déstabiliser leur base électorale et militante. Donc j'ai l'impression que le Parti communiste, depuis cet événement du milieu du XXe siècle, qui sont ces migrations de population, a du mal à se positionner surtout le Parti communiste historique, sur la stratégie à tenir pour faire valoir ses intérêts. En ce qui le concerne, je crois qu'il n'a pas tellement le choix. Il doit tenir compte des populations à qui il a affaire. Dès lors que vous faites ce que certains, au début du communisme de nature soviétique en France, appelaient du crétinisme municipal, vous êtes bien obligé d'avoir des électeurs. Quand ces électeurs sont des étrangers naturalisés français, ou qui se rappellent très bien de leurs parents et de leurs grands-parents, vous tenez compte d'un certain nombre de réflexes, et puis vous faites ce que vous pensez qui est bon. Quand vous avez dans la population une très forte population d'origine, de sentiments musulmans, vous en tenez compte également. Et là, brusquement, c'est le côté légaliste qui l'emporte. Vous vous adaptez à ces populations. Vous n'essayez pas de faire leur éducation parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer facilement. Parce que là, vous devez vous identifier complètement et ce n'est pas si facile que cela. Alors donc, vous vous adaptez aux populations. Aujourd'hui, de toute façon, en 2013, la situation a évolué de manière telle qu'il convient aux différents mouvements d'extrême gauche, le Parti communiste en faisant à mes yeux partie, et c'est le cas de le dire, et je ne vois pas comment on pourrait le réfuter d'après leur base doctrinale. Ils sont donc obligés de s'adapter, ils n'ont plus le choix. Vous avez évoqué tout à l'heure certains événements du début des années 80. On pourrait faire remonter ceci aux années 30. Aux années 30, même le gouvernement de Front Populaire s'inquiétait du poids spécifique de l'immigration en France, aussi étonnant que cela puisse paraître, et il a pris des mesures qui par la suite ont subsisté très longtemps et par la suite ont été démolies relativement récemment. Bon, alors donc il y a des situations qui obligent à diverses adaptations. Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre adaptation possible pour l'extrême gauche et le Parti communiste que de venir au-devant des souhaits d'une partie de la masse électorale. Et dans la masse électorale, il y a des gens qui pèsent de plus en plus lourd. Sauf erreur de ma part, on s'en est aperçu visuellement lors de la victoire de l'actuel président de la République, à voir le nombre de drapeaux tricolores comptabilisés par rapport à celui de drapeaux étrangers sur une place de Paris, la Bastille. Bon, qui quand même un souvenir révolutionnaire. Donc le Parti communiste, lui aussi, est obligé de tenir compte des réalités. En plus, je pense qu'il n'a pas vraiment la volonté de s'opposer à cette transformation qui pouvait exister il y a un peu plus de 30 ans, oui, c'est exact, qui a existé, mais qui a soulevé d'énormes remous dans le Parti communiste. D'ailleurs, pour prendre une autre question contemporaine et l'accouplée, qui fait partie de notre sujet, par exemple, un certain type de nouveau mariage, eh bien, au moment où il y avait la lutte contre
la présence non désirée d'immigrés à tel ou tel endroit d'Ivry ou de Vitry, etc., ou de Montigny en Val d'Oise, etc. Je pense à Monsieur Robereux, au passage d'ailleurs, puisqu'il avait une responsabilité là-bas à cette époque. Eh bien, ça c'était une chose, mais d'un autre côté, vous aviez des tribunes dans l'Humanité qui demandaient que les gens douteux, et ils entendaient par là les homosexuels, soient écartés du parti. Et il y a eu certains remous et le Parti communiste a changé de ligne par la suite. Ça n'a pas été aisé pour lui, mais il a changé de ligne parce que d'aucuns ils avaient trouvé qu'ils allaient trop loin. Donc tout est actuel, si vous voulez, si je vais par la honte. Alors Nicolas Tandler, ce qui est vraiment passionnant et en même temps nous interroge, c'est que alors que le Parti communiste a été et reste encore le réceptacle de toute l'idéologie communiste et marxiste, de toutes les utopies également, et on le voit bien en lisant sa presse, il y a, et notamment en France, depuis également plus d'un siècle, une floraison de mouvements d'extrême gauche qui font une spécificité politique et qu'il convient d'étudier, car ces derniers existent, aussi bien des trotskistes que des anarchistes, et ils sont même redevenus sur le devant de la scène suite à une affaire dramatique, qui est l'affaire de Clément Méric, un jeune militant qui est mort dans une rixe avec des militants de l'autre bord. Et ce qui a quand même frappé je pense le public en général, c'est que cette extrême gauche avait sciemment, ces militants avaient sciemment tendu un guet-apens à ces militants de l'autre bord, cherchant à tout prix la confrontation physique. Et qu'en plus cette confrontation physique s'était faite dans le cadre d'une lâcheté épouvantable, qui était celle de la tentative d'un coup derrière le dos et sur la nuque, donc guet-apens et attaque par derrière. Et il se trouve que la personne qui était visée a réagi et a entraîné l'événement dramatique que l'on connaît. Et à ce moment-là, on a redécouvert sur le devant de la scène en France l'existence de ces mouvements qui avaient un petit peu disparu du paysage médiatique. Et aujourd'hui, je pense qu'il est intéressant pour nos auditeurs de s'interroger sur la nature de ces différents mouvements, leur organisation, leur but, et c'est ce que nous disions en préambule de cette émission. Alors, il me semble quand même que l'actualité ne doit pas nous aveugler, et à tout seigneur, tout honneur, les mouvements trotskistes sont quand même ceux qui ont une histoire qui est particulièrement riche et qu'il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs, parce que ça remonte à très très loin et à des événements historiques que ceux qui ont eu un certain nombre de cours d'histoire se souviennent. En ce qui concerne les trotskistes, oui, c'est vrai qu'ils remontent très loin, moins loin que les anarchistes, mais les trotskistes sont tout simplement une déviation du mouvement communiste, et je dirais même du mouvement communiste international. Bon, ça a commencé en Russie, puis ça s'est étendu à tous les pays du fait que Trotsky a été battu, comme ils disaient eux-mêmes, par Staline, et qu'il a tenté d'implanter son mouvement dans la plupart des pays de la planète, notamment en France. Et donc la 4e internationale existait dès 1938, etc., c'est-à-dire l'internationale opposée à la 3e. Bon, ça a été sur des bases internationalistes. Alors en France, elle a eu un certain succès intellectuel. Elle a réussi à s'implanter, parce qu'il faut toujours voir le concret dans les auberges de jeunesse, par exemple.
Mais là, le Parti communiste stalinien les a retrouvés au cours de la Seconde Guerre mondiale et il a tout fait pour les éliminer par tous les moyens, y compris les moyens définitifs. Bon, mais elle s'est étendue dans le corps enseignant. Il y a eu de nombreux instituteurs et professeurs trotskistes, etc. Alors depuis, elle a connu des... Est-ce que ce sont des malheurs ou est-ce que c'est une floraison non contrôlée par le jardinier, lequel jardinier a quitté cette planète en 40, puisque Léon Davidovitch a été assassiné à ce moment-là au Mexique. Dit Trotsky. Oui, pardon. Dit Trotsky. Léon Davidovitch Bronstein a été assassiné à ce moment-là au Mexique, mais il y a eu toutes sortes de déviations à leur tour chez les trotskistes et nous connaissons plusieurs variétés en France. Alors nous en connaissons une qui est qualifiée quand même aussi de populiste par ceux qui les aiment pas beaucoup, mais je pense que ce n'est pas entièrement faux, c'est-à-dire c'est celle de lutte ouvrière, LO. Je vous rappellerai pas les noms anciens, les anciens dirigeants. Elle est symbolisée par le souvenir d'Arlette Laguillet. Alors là aussi, est-ce que l'actuel successeur, la dame qui a succédé, sera quelqu'un avec une forte personnalité comme celle de la passionnariat Arlette ou ne le sera pas? Pour l'instant, ce n'est pas probant. Le mouvement continue à subsister. Il présente des particularités étranges parce que si vous cherchez par exemple dans les manifestations avec violence généralement, contre une organisation politique appelée le Front National et qui ne plaît pas beaucoup à l'extrême gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Cherchez lutte ouvrière, vous ne la trouverez pas. Il y a déjà donc des particularités très curieuses. Et quand vous lisez attentivement lutte ouvrière, vous voyez une haine du capitalisme à l'état brut. Aujourd'hui, il n'y a plus même au Parti communiste dit français, il n'y a plus une haine comparable, si vous voulez, mais vous y trouvez toutes sortes de particularités. Donc j'ai tendance à les classer un peu à part. Quel type de particularité, Nicolas Tandler? Eh bien, une réelle... Aujourd'hui, c'est un peu amoindri, mais ça existe toujours, une réelle implantation dans l'entreprise en partant de revendications très concrètes. Et en sachant très bien présenter les tracts, les journaux d'entreprise, etc., de manière à ce que soit privilégiée la revendication concrète d'entreprise et qui fait ensuite passer le message politique. Les autres organisations d'extrême gauche, ou même socialistes, avec ces sections d'entreprise, ou communistes, ont tendance à faire passer les mots d'ordre politique d'abord. Pas du tout LO. L'important, c'est de savoir est-ce que soyons concrets violemment. Est-ce que les toilettes sont bien entretenues par l'entreprise? Est-ce que c'est digne que des salariés aillent dans des endroits aussi sales du fait de la direction, etc., etc. Vous voyez? Alors ça peut être présenté sur un tract, en titre, etc. Alors ce n'est pas le genre du PS, ni du PC, ni même de la Ligue communiste révolutionnaire, du temps où on l'appelait ainsi. Vous voyez? Mais sur lutte ouvrière, c'est une forme, comme son nom l'indique, d'ouvriérisme poussé à l'extrême. Oui, c'est pour ça qu'on parle de populisme. C'est une forme de populisme, vous voyez. Et donc, dans ses ancêtres idéologiques, on pourrait en discuter longtemps, mais la matière est énorme. Il y a des choses, moi, ce qui me paraît le plus frappant, quand je vois notamment la vague d'antifascisme ou prétendue telle à la suite de l'affaire Méric, c'est qu'ils ne participent pas aux grands-messes antifascistes classiques de la gauche et de l'extrême gauche. Et pourquoi, à votre avis? Ils se tiennent à l'écart. Quelle est la stratégie? Je ne peux pas traduire leur pensée avec la même fidélité qu'eux-mêmes, mais je suis persuadé qu'ils pensent que c'est un piège de la bourgeoisie pour faire tomber dans un antifascisme qui écarte des questions réelles, c'est-à-dire la lutte contre le capital, la classe ouvrière. Mais si vous voulez, je devrais modérer mon propos par l'étude d'un certain nombre de numéros de lutte ouvrière ou des dernières prises de position. Mais il y a de ça. Voilà. Alors, lutte ouvrière, quelle est son histoire?
D'où vient-elle? Très complexe. C'est indiscutablement une branche cassée de l'arbre trotskiste, indiscutablement. Alors là, on rentre dans des questions quasiment ésotériques pour savoir pourquoi X s'est fâché avec le camarade Trotsky. Alors c'est effrayant et là on n'en sort plus parce que le poids des questions personnelles joue beaucoup. Mais indiscutablement, dès le départ en France, et on les remarque par exemple, déjà spectaculairement en 1947, à Renault et ailleurs, indiscutablement, ils ont une préoccupation, la lutte dans l'entreprise. Ça, c'est la priorité absolue et le refus de descendre dans la rue pour des histoires purement politiciennes. Et c'est là le reste d'ailleurs, puisque c'est toujours leur mode d'action au travers des syndicats et au travers de l'entreprise. Bien entendu, mais ils peuvent jouer plusieurs cartes syndicales. Là, le problème devient complexe aussi. S'ils ne sont pas repérés, ils rentrent à la CGT et ils doivent éviter de se faire exclure. Aujourd'hui, la CGT est beaucoup moins regardante et pratique moins la chasse aux sorcières qu'autrefois. Ils peuvent être présents à lutte ouvrière, mais à Force ouvrière, par exemple, ou à la CFDT, mais ils sont pas appréciés. La CFDT, à un moment, faisait la chasse aux moutons noirs, c'est-à-dire aux infiltrés trotskistes, qui pouvaient être des trotskistes du genre du postier de Neuilly. Regretté peut-être par certains de ses camarades besancenaux, où ils pouvaient être des gens comme les lambertistes, qu'on retrouve surtout à notre époque à Force ouvrière, etc. Ils ont pratiqué l'entrisme dans plusieurs syndicats. Et alors, lutte ouvrière, toujours pour rester sur cette organisation, qu'est-ce que c'est aujourd'hui lutte ouvrière? Parce qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Lutte ouvrière, c'est un grand souvenir. C'est le souvenir de l'époque Laguillet. Les marxistes n'aiment pas tellement qu'on parle du rôle des personnalités dans l'histoire. Comme je ne suis pas marxiste, je m'y autorise. Elle a dirigé très longtemps cette organisation. Mais on dit qu'elle n'a pas dirigé, que c'était simplement une porte-parole. C'est ce que l'on dit, mais c'est celui qui prend la parole devant les gens dans les réunions, dans les meetings, pour prendre un archaïsme, c'est celui-là qui est important. Combien de gens qui sont porte-parole de leur organisation qui en deviennent les patrons par la suite? On n'est plus du temps où Staline, ayant des problèmes avec son accent géorgien, préférait que d'autres prennent la parole et il n'aimait pas tellement le faire, si vous voulez. Donc, il mettait des gens en avant parce qu'ils parlaient mieux. Mais on n'en est plus à cette époque. Aujourd'hui, grâce à l'invention du micro, etc., on arrive à faire parler même des gens à faune. On en a parlé pour un roi d'Angleterre récemment. On en a fait un film. Ayant des problèmes sérieux. Alors, il n'y a pas de raison de se priver du plaisir d'être un orateur et être en prise directe. Georges Marchais était surnommé camarade grand petit écran parce qu'il était tout le temps à la télévision. Quand vous êtes porte-parole aujourd'hui, tous les espoirs vous sont permis, y compris de devenir président à la place du président ou secrétaire général à la place du secrétaire général. Arlette Laguillet, de par sa formation, de par son rôle au croisement entre la bourgeoisie d'une part et ce qui restait de prolétariat en France, disons la classe ouvrière pour ses débuts, elle était employée de banque, Crédit Lyonnais. Elle était située à la confluence des petits bourgeois et des gens d'origine ouvrière. Et cela représente des attitudes sociologiques fort différentes. Et donc, elle a su très bien surfer sur cette double vague. Alors qu'il y avait toutes les raisons pour qu'elle tombe dans l'océan. Et donc, alors les gens mystérieux dont on connaissait pas les noms, etc. Ça, c'est toujours un certain folklore trotskiste. À force d'être dans l'ombre, ils n'apparaissent plus, même à leurs propres camarades, si vous voulez. Vous contestez finalement cette grande leçon du marxisme et du communisme, qui est que l'organisation par un parti structuré permet d'avoir une force politique, et que il faut laisser l'apparence du pouvoir à ceux qui le souhaitent et plutôt s'attacher à sa réalité. Et sa réalité, c'est un appareil structuré qui permet de mettre en œuvre une véritable politique
Appareil structuré, oui, mais à condition de ne pas perdre le contrôle de l'appareil structuré. Telle est la grande question. That's the question, et c'est une question vitale. Quand vous commencez à être déconnecté de l'appareil, c'est la fin. Quelles sont les grandes crises sérieuses, réelles du Parti communiste en France, qui ne soient pas des crises artificielles déclenchées par exemple de Moscou, comme l'affaire Marty-Tillon et autres? Eh bien, ce sont des crises municipales. Quand un groupe de municipalités fait scission. Alors là, c'est très mauvais, parce que c'est l'appareil. Ou quand des gens, à l'intérieur même des structures du Parti communiste, tel le comité central, commencent à se réunir en groupe et à discuter, en dehors de la volonté des dirigeants suprêmes. Alors là, ça se passe très très mal en général, même encore à notre époque. Et alors Nicolas Tandler, pour revenir à Lutte ouvrière, que représente aujourd'hui Lutte ouvrière en termes de nombre d'adhérents ou de militants? Oh, c'est assez difficile à dire, parce que c'est quand il n'y a pas un certain nombre de grands de conflits sociaux latents, puis qui montent dans une catégorie donnée, l'organisation a des militants, qui sont moins motivés pour faire la vente de la publication à la sortie de telle ou telle entreprise, etc. Donc c'est fluctuant. Un chiffre qui est valable en janvier peut ne pas l'être en novembre. Alors donc c'est assez difficile. On peut les estimer naturellement encore et toujours par la fidélité, parce que maintenant c'est un problème de génération. C'est pas la première génération de militants, ça n'est même pas la seconde, on est né au moins à la 3e et on entame la 4e, ça va vite. Parti communiste français, je lisais récemment dans l'Humanité, les obsèques d'une militante de plus de 100 ans. Et déjà ses parents étaient communistes. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça signifie. Mais ça veut dire qu'il y a une permanence à la fois politique, sociologique, humaine, qui fonde la réalité de ces mouvements, dont la presse traditionnelle devrait peut-être se faire écho, puisque qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils font partie de notre paysage et c'est intéressant disons, si vous voulez un chiffre, c'est le nombre de participants à leur fête annuelle. Là, tout le banc et l'arrière-banc est mobilisé. À Presles, dans le Val d'Oise, la fête de Hello. Ils déclarent 30 000. Peut-être qu'ils voient grand, mais qu'ils dépassent les 10 000 largement à cette occasion, oui. Oui, encore qu'il faille faire attention, c'est comme la fête de l'humanité, il y a l'aspect ludique. Il y a l'aspect aussi pour ceux qui participent aux aspects matériels de la fête, des bénévoles plus ou moins payés aussi, etc. Il y a des gens qui vont aussi par tradition, sans y accorder une importance démesurée, avec un véritable engagement derrière la dernière ligne politique de l'organisation. Mais il est clair que c'est très important aussi bien au Parti communiste français que à Lutte ouvrière, etc. Donc, c'est un impact assez sérieux, mais leur véritable force réside dans ce qu'elles peuvent faire sur le terrain, dans une entreprise donnée, au milieu d'un conflit social. Il y en a un au moins qui a changé les destinées de la France, très sérieusement sur le coup, c'est leur participation à la grève de Renault en 1947, qui a entraîné le fait que le gouvernement de la 4e République de l'époque s'est séparé des ministres communistes. Mais même si ça n'a été pris que pour prétexte, c'est la grève de Renault qui a été le détonateur. Et là, cette grève de Renault, la CGT souhaitait la mener dans certaines conditions et souhaitait même bien la canaliser et la finir, et ça n'a pas été possible à cause des militants trotskistes. D'où leur poids donc dans l'histoire et dans l'histoire sociale. Dans des conflits sociaux récents, importants, 70, 80, 90, même dans les années 2000, ils jouent un rôle indiscutable. Alors cela va peut-être anticiper un petit peu sur la suite de l'émission, mais aujourd'hui il y a quand même un certain nombre de conflits sociaux. Sont-ils également aussi présents qu'ils l'étaient autrefois et peuvent-ils peut-être prendre un avantage à la participation à ces conflits sociaux ?
Ah bien, dans les revues de la scène, pour prendre une expression allemande, de la scène théâtrale de ces groupes, on se lamente en ce moment justement que la radicalisation, la violence, comme titrent certains organes de la presse quotidienne, etc., dans les conflits sociaux, est brusquement quasiment disparu à la fin de l'été et au cours du printemps. C'est un fait. Est-ce que cela va renaître sous d'autres formes, etc. Le gouvernement, en faisant une étrange réforme, entre guillemets, des retraites, semble leur avoir coupé l'herbe sous les pieds, puisque par exemple, il aurait été bon d'avoir un détonateur fonction publique. Pour l'instant, il n'apparaît pas comme devoir fonctionner. Donc, comme ceci, je peux changer dès la semaine prochaine, si vous voulez. Pour l'instant, nous en sommes là. Alors, est-ce qu'il va y avoir des événements importants sur la planète? Vous voyez que le ton, par exemple, du Parti communiste, qui n'est pas le plus virulent, par exemple sur l'affaire syrienne en cours, c'est stoppons les va-t-en-guerre. Oui. Or, quand vous savez c'est le titre de l'Humanité de quel jour, pour nos auditeurs? Du 30 août, vendredi 30 août, valable donc, pour samedi et dimanche. C'est la ligne au moins jusqu'à dimanche. Donc c'est bon, nous sommes dans le vous voyez le ton très dur. Va-t-en-guerre, ce n'est pas gentil. Mais au fait, qui sont les va-t-en-guerre? Si j'en crois la presse aux dernières nouvelles, il y en aurait deux. Le président des États-Unis, qui ne concerne pas directement le PCF, en tout cas pas au plan de faire des manifestations vraiment fortes en France, mais il y aurait un autre va-t-en-guerre qui serait l'actuel président de la République. Ah, c'est très fort. C'est très fort pour un parti qui soutient souvent de ses votes l'actuel gouvernement à l'Assemblée. Donc, je me demande comment ça va s'orienter, s'il va pas y avoir une combinaison de plusieurs phénomènes, etc. Pour l'instant, la scène sociale n'est pas encore éclairée par les spots. Il y a un certain nombre de shows, de cartes qui n'ont pas été abattues. D'accord, il y a des tons aigres, mais qu'est-ce qui passionne au fond tous ces gens-là, y compris dans l'extrême gauche? Parce que souvenons-nous que pour présenter des candidats à l'élection présidentielle et à notre époque dans notre pays, c'est ce qui compte pour un mouvement politique. Il faut 500 signatures. Qui veut être reconnu, il faut 500 signatures. Qui donne les signatures? Ce sont des élus. Des élus au niveau municipal. Bon, maire, par exemple, pour citer cela, quand on a de la chance, conseillers généraux, régionaux, etc. Mais les maires suffisent. Bon, si vous en avez 500. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça s'est pas trop bien passé, la dernière réunion du Front de gauche, où était présent Monsieur Paul Laurent et où était présent Monsieur Mélenchon. Pourquoi? Pour un problème de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les camarades écologistes. Bon. Et ça a été très tendu. Tendu, c'est le terme qu'ils ont utilisé du point de vue journalistique. Ça a été quand même très désagréable entre eux. C'est tout, entre communistes et mélenchoniens. Il ne faut pas les confondre. Oui, quelle différence vous feriez entre les deux? Eh bien, je dirais que le Front de gauche, c'est plus Mélenchon que les communistes, mais que c'est une structure où ils se retrouvent, mais que Parce que Mélenchon est un ancien trotskiste. Oui, un ancien trotskiste, mais bien nourri de marxisme. Quand il a fait une thèse en philosophie, si mes souvenirs sont bons. Or, elle offre de furieuses similitudes avec le sujet d'étude d'un certain Karl Marx, quand lui-même passait il n'a pas eu à la passer, mais présentait sa thèse de philosophie. C'est pratiquement le même sujet. Enfin, il y a de très fortes analogies quant aux philosophes antiques recherchés. Donc c'est quand même intéressant à noter. Voilà, c'est tout. Parce que n'oublions pas que les trotskistes sont des marxistes et ils ont cette singularité avec les gens du Parti communiste. Alors pour revenir à Lutte ouvrière, ces questions internationales sur lesquelles Lutte ouvrière et sociétale est très rarement en pointe n'est peut-être pas quelque chose qui lui donnera le vent en poupe. Et justement, ma question c'est aujourd'hui, Lutte ouvrière est-elle plutôt une organisation en déclin ou stable ? Oui, elle est stable, elle creuse, elle fait avancer son char, toujours dans la même ornière. Alors, de là à ce qu'elle en sorte, je ne pense pas. Maintenant, je peux me tromper, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avance toujours. Ou en tout cas, elle perdure.
Tout en avançant, bon, si elle fait le tour de la Terre, elle tournera éternellement en rond, ça c'est sûr. Mais elle n'est pas à négliger, en ce sens que la détruire, non. Ça n'est pas si simple. Beaucoup en ont rêvé. Donc les autres camarades trotskistes, ceux du courant... Oui, parce que très étonnamment, ce n'est jamais à droite ou à l'extrême droite qu'on cherche à détruire ces mouvements, pourtant extrêmement violents et acharnés à la destruction de la société et de ce qu'ils appellent leurs ennemis. Il y a une tentative contemporaine, c'est en 1968, suite aux événements de 68, un certain nombre de mouvements politiques ont été mis hors la loi. Tous, par la suite, ont été réautorisés. Mais aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Il y en a eu un à l'extrême droite, un seul et unique, le mouvement Occident. Et à gauche, il n'y en a eu qu'un seul, c'est la Ligue communiste qui s'est... Et encore, si vous regardez les dates, avec un décalage par rapport... Les autres ont été dissous immédiatement en juin 1968. Le mouvement Occident, c'était pour des raisons spécifiques, mais on n'est pas là pour faire son historique. Ça a été à l'automne. Mais pour des raisons qui n'étaient pas exactement les mêmes que celles des extrémistes de gauche. Les extrémistes de gauche, c'était pour leur rôle dans les fameuses journées de mai-juin 1968. Ils ont été tous interdits, mais au bout d'un certain nombre de mois ou d'années et ainsi de suite, ils ont été réautorisés. De toute façon... La Ligue communiste, elle, a été dissoute 2 fois, puisqu'elle a été dissoute également en 1973. Et aujourd'hui, c'est la Ligue communiste révolutionnaire qui a donné naissance au NPA. Exactement. Et qui est, je dirais en France, la structure trotskiste la plus connue du grand public. Est-elle également la plus puissante et la plus efficace? À nous de nous le dire. C'est-à-dire à vous de nous le dire. Bon, elle représente, si vous voulez, la filiation peut-être la plus proche du créateur de la 4e internationale, Trotsky. Elle a compté des figures qui sont maintenant patriarcales, passées à l'histoire, comme Krivine, qui maintenant est plus une figure historique, quoique il est toujours sur cette planète et il suit certainement les événements avec un grand intérêt, mais il semble paraît plus une figure historique qu'une figure active. Daniel Ben Saïd qui est mort. David Ben Saïd est mort, d'autres sont passés au MEDEF ou sont devenus sénateurs socialistes. Bon. Il y en a qui sont passés au MEDEF? Oui. Et des proches de Ben Saïd, d'ailleurs, que vous avez nommé tout à l'heure, mais je vais pas trop m'étendre. Il y en a qui ont travaillé pour... était un homme d'une rare intelligence. Weber, par exemple, a travaillé pour le MEDEF. Pour le MEDEF du temps où il s'appelait CNPF, mais il a d'excellents liens avec le MEDEF actuel, et s'il était présent à côté de nous, il aurait un fin sourire en nous écoutant. Mais peut-être qu'il est... pas de ça du tout comme diffamatoire. Peut-être qu'il est présent... de rappeler ce détail biographique. Bon, donc ils ont eu un certain nombre de succès. Bon, il y a des trotskistes qui sont devenus quand même premiers ministres. Je rappellerai un certain Lionel Jospin. Alors, nous allons y venir parce que je crois que c'est une tendance un petit peu différente. Revenons peut-être quand même à la LCR et au NPA. C'est un mouvement qui a, je crois, quand même structuré la vie politique française et même la vie, j'allais dire, sociale et culturelle, eu égard à la particularité de son type de recrutement. Que pouvez-vous nous dire, Nicolas Tandler, sur la situation aujourd'hui de la LCR et du NPA, qui a semblé avoir une heure de gloire il y a quelques années et qui aujourd'hui semble également plutôt en déclin? Eh bien, la situation n'est pas brillante et c'est l'éternel problème des personnalités dans l'histoire. Alors, donc, il y a eu de dirigeants successifs et porte-parole qui n'étaient pas à la hauteur des espérances de leurs camarades, tout au moins, ou en tout cas des électeurs qui auraient pu être tentés de voter pour eux. Voilà. Vous citez Olivier Besancenot ? Oui. Et pourtant, n'est-il pas quand même un politique aguerri qui a apporté la jeunesse et également la vigueur il faut voir quand même Nicolas Besancenot sur un plateau de télévision, c'est quand même quelqu'un qui a une présence. La société du spectacle n'est pas celle de la direction d'un parti politique. Donc vous dites qu'il a réussi médiatiquement, mais qu'il a un bon histrion, mais il faut également savoir diriger son propre
propre son propre parti, etc. Et c'est très difficile quand vous devez dire ces 4 vérités. Il y a des gens qui sont extraordinaires comme orateurs, extraordinaires pour définir une ligne politique, qui ne peuvent pas l'appliquer parce qu'ils n'arrivent pas à se faire obéir, parce qu'ils n'ont pas le courage de dire t'es exclu du mouvement, dégage, etc. à quelqu'un quand il le faut, c'est tout. Enfin, les trotskistes sont assez bons quand même généralement pour faire cela, ce qui explique leur grande diversité. Oui, mais quand c'est vous et que vous déléguez, que vous allez voir les grands ancêtres, par exemple, quelque part dans leur retraite, pour leur demander un conseil à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'il y a un décalage, que le grand ancêtre dans sa retraite, lui, il suit pas les dossiers au jour le jour comme vous, il a besoin d'une information, il prend l'information des gens qui vous sont hostiles également, comme tout dirigeant qui se respecte, même à la retraite, pour voir les 2 points de vue et pouvoir comment soit arranger les choses, soit trancher. Oui, il faut que ce type-là dégage à grands coups de pied quelque part. Bon, il faut qu'il prenne ses renseignements et tout. Quand vous êtes contraint tout le temps, j'ai connu des syndicats où ça fonctionnait comme ça. Il fallait voir quelqu'un qui avait été secrétaire général 10 ans auparavant, qui était quelque part dans le Limousin ou Dieu sait où, peu efficace, pour pouvoir trancher un problème. Donc ça ne peut plus fonctionner rapidement, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Vous pensez que le NPA, c'est un petit peu ça? Je n'ai pas dit que c'est ça, mais j'ai dit que c'est le type de problème qui peut se trouver posé quand vous avez une certaine sensibilité qui fait, par exemple, et je ne pense pas qu'au NPA pour cela, quand vous avez la difficulté, quand vous voyez un bon camarade, un fidèle, mais qui fait que des bêtises et dont il faut trancher le sort, sachant qu'il aura de la peine à retrouver du travail, etc., pour telle ou telle raison, et que son poste de permanence, il ne l'a plus, il va avoir des problèmes de fin de mois redoutables. Oui, ça se fait aussi prosaïquement que cela. Donc, où vous savez cogner, bon, pour Staline, ce n'était pas un problème. Puis il avait de la main-d'œuvre humaine, lui, à sa disposition pour remplacer pour d'autres aussi, mais dans des sociétés assez fermées à partir d'un certain niveau, tout à l'heure, j'aurais dû évoquer effectivement, pour commencer, la sociologie des trotskistes style LCR, NPA, etc. Ce n'est pas LO. Ce n'est pas... oui, ce sont plutôt des gens très insérés socialement, des intellectuels. Des professeurs, des étudiants, des cadres d'entreprise, oui, mais tous d'un certain niveau. Des journalistes, des écrivains, ce qui explique d'ailleurs toute la puissance plus culturelle que politique de la Ligue communiste révolutionnaire depuis de très nombreuses années. Avec un niveau de cotisation assez élevé, attention. Ce qui fait que même n'importe qui ne peut pas être adhérent si facilement que cela. Ça pose un petit problème. Et quand alors, on vous demande tant par mois. Nicolas Tandler, la situation aujourd'hui pour le NPA et ses perspectives, quelles sont-elles? À eux de résoudre leurs problèmes de personnes. Non pas que Besancenot n'était pas très dévoué à ses opinions, il n'était pas, n'ayons pas peur des mots, un fanatique conséquent. Oui, c'était l'impression qu'il donnait d'être un véritable fanatique. Oui, il l'était. Et il l'est toujours. Par certains côtés, il me fait penser à un grand gosse, qui n'est jamais devenu complètement adulte. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais je vous livre une opinion uniquement personnelle. Mais ceci étant, il était convaincu, ça c'est sûr. Mais est-ce que dans certaines circonstances internes, il savait faire ce qu'il fallait faire? Il faut parfois, à un moment donné, se séparer, ou choisir vraiment une ligne claire, sans se rattraper dialectiquement. Il y a du bon, et puis il y a du mauvais, donc on va faire ça quand même, mais n'oublions pas qu'il y aura peut-être du mauvais. Vous voyez, il faut savoir trancher. Il faut savoir trancher. Là, par exemple, vous n'avez pas le choix dans un problème qu'on voyait il y a quelques secondes. Vous choisissez où vous êtes pour ou vous êtes contre. On est pour la guerre ou contre la guerre. On va faire à moitié la chose. On ne jette pas à moitié des bombes. On va bombarder à moitié la Syrie. Voilà, non, ça n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors tous les jours dans un mouvement politique, il y a des problèmes de ce genre. Alors vous voyez, ce n'est pas drôle d'être dirigeant politique. Mais peut-être des amis autour de la table. Mais Nicolas Tandler peut exacerber sans doute dans des mouvements dont la violence et le mode consubstantiel de fonctionnement dans leurs objectifs, puisque leur objectif n'est pas de parvenir au pouvoir autrement que par
sous toutes ses formes, une dictature du prolétariat. Et la cohérence, en tout cas globale, de l'ensemble de ces mouvements, c'est bien leur marxisme et c'est bien leur volonté de prendre le pouvoir de la même manière que Marx, Lénine, Trotsky, Staline, Mao, Pol Pot soit décrit, soit réalisé. Oui, mais il n'est pas interdit, si on y arrive par la voie électorale, d'emprunter la voie électorale. En tout cas, ça donne des moyens provisoirement. Nicolas Tandler, il n'y a aucun exemple dans l'histoire de l'humanité où un mouvement communiste soit arrivé au pouvoir par voie démocratique. Ah, et vous soutiendrez le contraire, mais je suis prêt à ce n'est pas la mienne ni la vôtre. Je suis prêt à en discuter. Celle de la plupart des historiens. Mais vous avez tout à fait raison. Bon, mais si vous voulez, eux, c'est un pis-aller maintenant, en attendant que les circonstances soient propices. Voilà, c'est un pis-aller. On utilise ce qu'on met à notre disposition en ce moment, mais il est vrai que si on peut donner le grand coup sec et renverser tout ça d'un seul coup, on se précipite. Encore avec quelques prudences, c'est-à-dire il faut être sûr de rater notre coup, parce qu'après pour 10, 15, 20, 30 ou 40 ans, c'est fini. On s'en est aperçu en Espagne, par exemple, en 36. Alors justement, il y a un troisième mouvement qui fait l'histoire du trotskisme en France et que vous avez un tout petit peu évoqué, c'est l'organisation communiste internationaliste, donc les lambertistes, qui sont encore une troisième catégorie. Qui a ses spécificités. Encore plus obscures. Pouvez-vous nous présenter un petit peu la particularité de ce mouvement? En France, j'aurais tendance à la résumer à son incarnation syndicale, c'est-à-dire le syndicat CGT, Force ouvrière, comme il s'appelle officiellement. Il tiennent beaucoup aux trois lettres CGT. Le secrétaire général qui a précédé Monsieur Mailly, c'était Monsieur Blondel. Il en sortait tout droit. Voilà. Bon. Alors, qu'en penser? Ils ont des particularités qui rappellent Force ouvrière. Et puis, en même temps, c'est clair. Ils sont... Bon, en fait, là, on est obligé un peu de sortir du cadre de la direction et ça risque d'être un peu ésotérique. C'est en fait la position du temps où existait l'Union soviétique qui pèse lourd. Parce que, bon, pour les uns, l'Union soviétique était un État prolétarien qui a complètement dégénéré. Ah bah, l'Union soviétique, ça c'est l'OCI, ça c'est... Et donc alliance avec les Américains. Dans une grande partie de Force ouvrière, pardon. Et donc alliance avec les Américains. Le cas échéant, et les autres. L'Union soviétique est un État socialiste dégénéré, mais qui peut être redressé. Ça, c'était la solution ce qui a été dirigé par Krivine et autres à notre époque. Voilà. C'est en effet, pour les auditeurs d'aujourd'hui, ésotérique et tellement daté. L'Union soviétique n'existe plus. Et n'existe plus depuis 1991, 31 décembre. Bon, alors ça pose un petit problème. Mais les clivages sont demeurés. Alors aujourd'hui, que représentent-ils, que font-ils et que peuvent-ils espérer? Ils existent dans les milieux intellectuels, ils existent dans l'enseignement, ils existent dans le mouvement étudiant. Et à tout moment, on n'y pense pas, mais... Dans la franc-maçonnerie aussi. Ça peut rentrer en ébullition, C'est un formidable chaudron où cuisent pas mal de crapauds, le cas échéant. Bon, on n'y pense pas. Par exemple, personne n'y pense en ce moment. Peut-être que dans 6 semaines, nous ne serons plus qu'en train de nous occuper. Mais que se passe-t-il? Voilà, entre tel et tel campus, comme on dit maintenant, à l'américaine. Voilà. Bon, donc ils ont toujours une grande influence, même si manifestement, il faut qu'ils trouvent des personnalités chocs. Mais à l'occasion d'une simple grève étudiante, des personnalités surgissent, qui peuvent être remarquées par les dirigeants, et puis brusquement, ils assurent la succession en très peu de temps. Ça s'est vu même au Parti socialiste. Mais ça, c'est la force également de ces mouvements qui, notamment par le biais de l'université, qui est pour eux un véritable vivier, permettent de renouveler le parti et ses cadres. Il faut se méfier d'un mouvement très intellectuel comme celui que nous venons d'évoquer, parce que même s'il a peu de monde à un moment donné, il peut brusquement en avoir beaucoup, parce que c'est des gens qui pensent 24 heures sur 24 à la révolution avec un grand R. Et ils y croient.
ce qui n'est pas le cas de tout le monde parmi les gens qui se disent très à gauche. Voilà. Oui, c'est la spécificité quand même, et on peut leur reconnaître, c'est cette volonté farouche de faire triompher. Ils ont une forme d'obsession et ils ne pensent qu'à ça. Alors ils y pensent même de trop, parce qu'à force d'y penser, ils s'en mêlent les crayons. Bon, oui, ils y pensent de trop. Ils s'en mêlent la Kalachnikov. Un peu plus de recul. Voilà. Oui. Alors justement, quelque chose qui fascine l'observateur extérieur, c'est la grande diversité et la haine que se vouent ces différents mouvements, qui veulent tous, en fait, vu de l'extérieur, exactement la même chose, c'est-à-dire l'effondrement de la société bourgeoise et capitaliste, la mise en œuvre d'une dictature du prolétariat et l'avènement du socialisme à un horizon non connu à ce jour. Mais le plus tôt possible dans leur vision. Évidemment, le plus tôt possible. Eh bien, tout simplement, ils ont leur spécificité, ils ont des origines qui ne sont pas les mêmes. Ils ont une sociologie qui n'est pas la même. Mais comment expliquer toutes ces haines, ces rivalités, on parle de l'extrême droite et de l'extrême gauche en France, alors que les haines au sein de l'extrême gauche, d'un point de vue historique, sans même remonter jusqu'au piolet qui a tué Trotsky, montrent quand même des violences absolument incroyables, simplement pour prendre l'ascendant au sein de sa propre chapelle. Pour eux, il y a une virgule qui est pas au même endroit, un adverbe qui est pas le même dans une phrase, ça change tout. Alors, par exemple, si je prononce ce qui va paraître quelque chose de mystérieux à beaucoup de gens à notre époque, période de transition, c'est-à-dire comment une situation commence à devenir révolutionnaire et comment, si elle aboutit, ça va être la transition au communisme, eh bien là, personne n'est d'accord, si vous voulez. Est-ce qu'il faut ça Est-ce qu'il faut, par exemple, dans un pays comme la France, où il y a encore des radicaux, où il y a maintenant des centristes, est-ce qu'il va falloir s'allier à eux, électoralement, au Parlement, par exemple, avant de les pour tuer arriver ou à après quelque chose? Mais croyez-moi, en 1936, ça a été épouvantable. C'est une des raisons d'échec du Front populaire. C'est une des raisons d'échec du Front populaire. Parce que telle formation trotskiste était pour qu'on refuse absolument toute coopération avec les radicaux, avec la branche de gauche des radicaux. Voilà, bon. Alors donc ça a eu des conséquences extraordinaires. Alors donc c'est là-dessus. Et donc ceux-ci, comme ils ont une mémoire éléphantesque, n'importe quel militant, même depuis peu de temps, est capable de vous raconter dans les moindres détails la révolution de 1917, enfin les révolutions de 17, de février au 24 octobre, dans les moindres détails. Bon, c'est sidérant. Bon, et ils ont, mais même pour les singularités françaises, ils ont la même mémoire et ils ont leur sociologie qui s'ajoute à cela. Et donc voilà. Alors, ils ont tous à la bouche une parole qui était très célèbre autrefois dans les entreprises, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui parce que c'est considéré comme un archaïsme, et qu'ils ont toujours dans la tête, c'est unité d'action. Voilà. Alors, tous, ils veulent être le mouvement qui va faire l'unité d'action. Sous-entendu, derrière lui. Oui, ou derrière avec lui, son influence prédominante dans la coulisse. Pour tout récupérer, évidemment. Voilà. Alors donc, dès qu'il y a un cartel électoral, il finit par éclater. On sent, si vous voulez, Nicolas Tandler, qu'il y a dans cette fascination pour la violence, comme vous l'avez dit, cette focalisation sur un seul et unique but qui doit théoriquement faire le bonheur de l'humanité, mais qui est surtout là pour résoudre, je pense, un certain nombre de névroses personnelles des dirigeants, une sorte d'archétype de ce qui a toujours existé, c'est-à-dire le fait que le pouvoir était une fleur vénéneuse qu'il fallait manier avec prudence. Et là, d'une certaine façon, surgit dans l'histoire de l'humanité le communisme et le marxisme, qui permet une sorte de concentration de tous les défauts qu'il peut y avoir lorsqu'on s'intéresse au pouvoir. Évidemment qu'il faut que le pouvoir est nécessaire, il est nécessaire de participer au pouvoir, mais là on a comme une vision d'une secte planétaire qui concentre les défauts et donc ensuite les issues criminelles du fait de sa focalisation sur la violence et sur le pouvoir comme fin unique en soi. Oui, déjà parce que la doctrine, nous avons parlé jusqu'à présent de mouvements sur les bases du marxisme, attention. La doctrine est totalitaire en soi.
Donc on ne peut pas transiger sur la façon dont on va s'exercer le pouvoir. Il faudra que d'emblée... ceux qui ne sont pas d'accord doivent mourir. Comme une machine, et qu'elle écrase éventuellement tous les obstacles. Ou en tout cas, les obstacles doivent être balayés. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça et que... on ne peut pas faire autrement parce que sinon on aurait l'impression d'être traître à soi-même, parce que c'est intériorisé complètement. Alors si on veut que les autres marchent dans ces normes-là, il ne faut pas leur faire de cadeaux s'ils commencent à s'écarter. D'ailleurs, ce qui ferait d'ailleurs une introduction au problème de gens qui, en principe, je dis bien, ne sont pas marxistes et anarchistes d'ailleurs. Alors justement, rappelons donc à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Tandler pour évoquer l'avenir de l'extrême gauche en France et puis sa situation. Nous avions débuté cette émission en rappelant le tragique fait divers et en même temps tellement représentatif de cette mouvance par l'affaire Clément Méric, donc ce militant d'extrême gauche qui a attaqué dans le dos un opposant politique, et mis en lumière donc toute l'actualité de ces profils d'anarchistes, d'anarcho-syndicalistes et d'anarchistes communistes. Pouvez-vous nous présenter un petit peu, Nicolas Tandler, cette mouvance qui est redevenue un petit peu au devant de la scène ? Cette mouvance est historiquement la plus ancienne. Je ne vais pas remonter avant la fin du 19e siècle, mais là nous avons déjà les théoriciens de l'anarchisme qui sont en place, certains indûment, comme Proudhon, mort sous le Second Empire et qui comporte une certaine richesse doctrinale et différents aspects qui, bien qu'ils soient revendiqués par différents mouvements anarchistes, ne peut pas être confondu avec d'autres. Il y avait à l'époque le prince Kropotkin, il y avait... Les Bakounine. Il y avait Bakounine, oui, un de ses compatriotes, qui lui n'était pas prince et qui avait fait quelques bruits, notamment dans ses polémiques contre Marx, et qui avait passé de fort nombreuses années de sa vie derrière les murs d'une prison, etc. Et il y avait des grands intellectuels français comme Reclus, etc., qui étaient ou se disaient anarchistes. Elle était d'ailleurs, oui, elle était, etc. Et puis il y avait des gens qui étaient passés à l'action directe. Action directe. Mais ce mot me dit quelque chose. Dans l'histoire contemporaine française, avec des gens qui ont réellement tué et des cibles diaboliquement choisies. Action directe. Alors ça ne fait pas partie du tout du vocabulaire marxiste. Ce sont les chefs qui ordonnent et ils doivent le faire dans une conjoncture qui fait qu'il faut recourir à cela. Et c'est le parti, etc. Ce n'est pas les individus. Action directe, c'est tout à fait différent parce que moi, brusquement, piqué par une tarentule, je décide d'abattre quelqu'un dans la rue. Le patron du MEDEF, par exemple. Voilà. Pardon ? Le patron du MEDEF. Le patron du MEDEF, oui, un acte de fou et généralement complètement inutile. Je le fais parce que, et voilà, je suis un des martyrs de l'action directe si je me retrouve sous la machine à raccourcir, ce qui risque plus d'arriver à notre époque d'ailleurs, tout au moins en France. Sauf un accident au cours d'une fusillade. Donc il y a action directe. D'ailleurs, tous les gens d'action directe pratiquement sont sortis de leur détention. Mais ça, c'est typiquement. Or, en réalité, quand on les regarde de près, à la loupe, il semble qu'il s'agisse plus de ce qu'on appelle des anarcho-marxistes. Le seul problème, c'est que c'est totalement incompatible. Marx haïssait les anarchistes, il les a combattus de son vivant. Son successeur Engels aussi. Oui, et tous les communistes ont fait la chasse aux anarchistes. À commencer le premier par Lénine, qui les a fait exterminer pendant une opération de police à Moscou en 18, et ainsi de suite, tous ceux qui étaient sur place. Et là, on tombe brusquement dans l'affaire Méric, on tombe brusquement dans le fait que souvent à notre époque, quand on parle d'antifa, mouvement antifa, antifascisme, etc., auparavant, c'était des mouvements marxistes qu'on découvrait derrière. Aujourd'hui, dans l'actualité de 2013, nous trouvons des anarchistes. Alors là, il y a quelque chose qui ne colle pas quelque part, parce que ces gens-là se réfèrent par exemple à la guerre d'Espagne. No pasarán. Ils reprennent cette formule de la guerre civile espagnole. Ils ne passeront pas s'agissant des troupes du général Franco. Alors, on sait d'ailleurs ce qu'il en a été historiquement.
On sait qu'ils sont passés. Bon, et pour longtemps. Alors donc, on ne sait pas. On voit très vif attachement à l'Espagne qui s'explique en France parce que il y a eu des anarchistes en France, mais ça a été plus des gestes individuels ou des gestes où, comme on ne sait pas où commençait le banditisme et où finissait le mouvement politique, la bande à Bono. Oui, qui ont commencé à mi-chemin entre le droit commun et la politique. On leur doit les hold-up automobiles, voilà, pour l'histoire criminelle. Bon, mais il y avait quand même, la frontière était difficile à tracer. Ça a été spectaculaire, ça s'est mal terminé, voilà, etc. Et puis, par la suite, on a eu différentes choses, mais surtout, on a eu la fameuse guerre d'Espagne. Dans la guerre d'Espagne, il y avait non pas un, mais il y avait 3 camps. Et c'est ce que aucun des antifascistes de notre époque n'a l'air de savoir, puisqu'ils trouvent très bien de serrer la main à des communistes quand il y en a qui traînent du côté de leur manif. Alors que c'est eux qui ont exécuté bassement dans le dos leurs petits camarades. Oui, il y a eu la guerre civile en règle entre anarchistes et communistes et socialistes de l'autre côté pendant la guerre civile internationale d'Espagne. Bon, Barcelone. C'est un petit peu une tradition de se tirer dans le dos. Les trotskistes aussi, ils sont passés. Le fameux parti ouvrier d'unification marxiste, le POUM, avec Andrés Nin à sa tête, qui a fini dans les geôles de la GPU locale et torturé à mort, etc. Sans compter que tous ses adhérents pris étaient exécutés comme des chiens. Bon, alors voilà. Oui, alors donc la guerre a été tripolaire, si vous voulez, en Espagne. Ça supposerait d'avoir en effet une petite culture historique. Oui, ils ne l'ont pas. Donc toutes leurs références sont espagnoles. Elles sont de la plus extrême violence quand on sait ce qui s'est passé juste avant cette guerre civile et pendant cette guerre civile. Je glisserai sur les milliers de prêtres exécutés, etc., dont nos livres d'histoire ne parlent pratiquement jamais. Je glisserai sur beaucoup d'autres atrocités. Les atrocités, à supposer qu'elles aient été réparties de la même manière dans les deux camps, on ne le dit pas, et je pense que quantitativement on aurait des surprises si on l'étudiait de près, cette guerre civile d'Espagne. Mais aujourd'hui, Nicolas Tandler, que représente cette mouvance qui n'a rien renié en matière de violence politique Elle représente une étiquette connue des chefs d'entreprise qui y ont affaire, qui s'appelle la CNT, la Confédération Nationale du Travail. C'est traduit de l'espagnol puisqu'il y avait une confédération nationale du travail, je vous dirais pas en espagnol, mais c'est la même chose, en Espagne, qui s'est repliée de l'autre côté des Pyrénées début 39, suite à la défaite de la République espagnole, et qui s'est installée donc principalement à Toulouse, où il y a d'ailleurs fonctionné le gouvernement républicain espagnol en exil. Donc la CNT s'est reconstituée d'une façon qui ne dérangeait personne, puisque les gens d'origine espagnole, souvent des enfants déjà, arrivant à l'âge de jeunes gens ou d'adultes, ou leurs parents qui travaillaient en France, faisaient de sorte de club CNT, si vous voulez, mais comme ils se présentaient jamais aux élections d'entreprise, ça n'intéressait personne. Bon, mais ce n'est plus le cas maintenant. Pardon, ce n'est plus le cas, oui. Et donc, que se passe-t-il au début des années 80 ? Une série d'attentats terroristes, je le dis bien terroristes, impressionnantes à Toulouse et qui atteint même Paris. Un seul attentat à Paris fait 4 tués début des années 80, boulevard de Sébastopol, une concierge, son mari et ses enfants, parce qu'il y avait une entreprise d'intérim. Au départ, c'est systématiquement les entreprises d'intérim qui sont attaquées. Par le fer, j'exagère, mais par le feu en tout cas, et à la fin par la bombe, dans la phase finale par la bombe. Suite à l'attentat de boulevard Sébastopol, ils avaient été un peu trop loin. Les autorités de l'époque ont été gentilles, puisque jamais personne n'a été arrêté pour l'affaire du boulevard Sébastopol et pour quelques autres, à supposer même qu'il y a eu des enquêtes. Je pèse mes mots quand je dis ça. Supposez même qu'il y a eu des enquêtes à Toulouse comme à Paris, parce que c'est allé très loin. Ça n'a pas été les seuls morts d'ailleurs, les morts du boulevard Sébastopol. Bon, alors donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, c'est pas seulement l'intérim comme autrefois qui est visé. Ils sont arrivés à rentrer, par exemple, dans la Poste, il y a des groupes CNT. Par exemple, dans la blanchisserie, à un moment, il y avait des groupes CNT, etc. Quelle est leur stratégie d'action ? Elle est généralement pas vraiment très sympathique pour les employeurs visés, parce que c'est pas uniquement par le bulletin de vote dans l'entreprise que ça se passe. C'est pas uniquement par des plaintes au prud'homme que ça se passe. Ça peut être beaucoup plus direct, genre action directe. Action directe. Oui, comme la période n'est pas très propice, ce n'est pas carrément du terrorisme comme la phase fin des années 70, début des années 80 que j'évoquais. Mais la mentalité y est. Alors comment expliquer que
dans l'affaire Méric, il y a eu la dissolution du groupe présumé auquel appartenait l'agressé. Et il n'y a pas eu de dissolution du groupuscule antifasciste dont faisait partie Clément Méric et qui est à l'origine de cette violence et de bien d'autres. À partir du moment où les autorités judiciaires et policières ont reçu les consignes qui passent par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice sur la façon d'examiner attentivement cette affaire, avec une attention particulièrement soutenue, mais avec évidemment des dispositions pratiques dans leur travail concret. À partir de ce moment-là, on ne pouvait pas mettre les deux plateaux de la balance égale. Une violence ne peut pas équilibrer une autre. Là, le plateau était totalement déséquilibré et donc le bras de l'action publique ne s'est abattu que d'un seul côté. On ne s'est pas occupé de savoir ce qu'il y avait dans la tête de Monsieur Méric. Oui. Vous pensez que le Parti socialiste aujourd'hui traite avec égard ses opposants de gauche, puisque oui, il les traite, disons, je ne dirais même pas avec commisération. Je dirais qu'il les traite avec une certaine prévoyance. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est quand même curieux. Vous voyez des écologistes, par exemple, quelque part du côté de Nantes. Voilà, ils se préoccupent donc d'empêcher construction un aéroport. D'un aéroport. Et puis brusquement, il y a des gens qu'on appelle les veilleurs qui sont en route pour Paris. Et brusquement, il y a un face-à-face tendu, si j'en crois la presse. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est curieux, non? Est-ce que vous croyez que le fait de vouloir empêcher la construction d'un aéroport pour telle ou telle raison, dont certaines peuvent être valables, je n'ai pas étudié le dossier dans tout son contexte, ni dans son contenu, et brusquement vous montrez l'hostilité, car c'est bien le mot malheureusement qu'il faut employer, envers des gens qui manifestent pour une cause qui brusquement vous mobilise en tant que tel, en tant que militant hostile à l'aéroport, vous êtes mobilisé. Vous voyez, c'est très curieux, écologiste. Alors vous vous posez des questions sur ces écologistes, quels sont, voilà. Et puis vous vous posez des questions quand vous voyez l'attitude des pouvoirs publics. Au fait, quelle a été la grande opération de police qui a mis fin aux opérations autour du site prévu pour l'aéroport? Il n'y en a jamais eu. Il y a eu différentes opérations de police spectaculaires sur les écrans de télévision, mais qui étaient à recommencer pratiquement 8 jours après. Toujours pratiquement les mêmes revenaient. Je ne sais pas si vous avez été frappé. Donc, les pouvoirs publics, je sais par qui ils sont incarnés sur le terrain, mais ce n'est pas eux qui sont concernés. C'est de Paris, évidemment. Nous sommes dans un pays où il y a une capitale et qui est un pays très centralisé, n'en déplaise à ceux qui souhaitent plus d'autonomie pour les régions. Et donc, il y a eu manifestement la volonté de ménager, par exemple, des partenaires de gouvernement ou des gens qui font des voix pour voter tel ou tel texte de loi. Bon, et donc, la totalité de la force publique, avec tous les moyens à sa disposition, n'a pas été employée pour venir à bout du problème. Parce que je me fais pas d'illusions. Si j'étais à la place de ces gens-là, je sais que je serais balayé si les pouvoirs publics y mettaient toute leur force. Évidemment. Donc il y a quelque chose qui les freine. Il y a un choix politique. Je vous dis des considérations qui vous apparaîtront peut-être politiciennes, mais je crois qu'elles existent. Alors, dans ces histoires-là, on voit donc que les anarchistes contemporains ont complètement oublié tous les anarchistes que Staline, que Lénine et d'autres ont fait exécuter. Ils ont oublié ceux qui ont été tués par la guerre d'Espagne, pendant la guerre d'Espagne. Ils se réfèrent sans arrêt à l'antifascisme de la guerre d'Espagne sans comprendre ce qui s'était passé au final et pourquoi la République a disparu. Si les républicains s'étaient moins entretués, est-ce que ça aurait été la même solution? On n'en sait rien, si vous voulez. Alors ça me paraît très curieux. Aujourd'hui, je vois qu'ils se barricadent derrière Antifa. Le Big Bang des Antifa peuvent traiter peuvent titrer telle ou telle revue bobo. Voilà. Nicolas Tandler, nous arrivons vers la fin de l'émission et là nous avons beaucoup évoqué le passé et le présent. Essayons de nous intéresser au futur. La situation politique, sociale, économique en France est difficile. Il y a toujours eu une concurrence entre les partis politiques pour savoir qui allait récupérer les électeurs et notamment ceux qui sont mécontents. Quelle perspective voyez-vous pour tous les mouvements que nous avons évoqués dans les mois et les années à venir? Eh bien, la perspective, bien plus que sociale, au stade où nous sommes,
Il faut connaître tous les projets sociaux du gouvernement, savoir si les espoirs de reprise, entre guillemets, etc., de baisse du chômage, etc., se réalisent ou non. Il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que la rentrée sera chaude ou sera tiède. Je n'en sais strictement rien. Et la plupart des observateurs perspective de moyen terme Les perspectives de moyen terme viennent d'être tracées dans une ville appelée La Rochelle, au cours d'une réunion d'un parti politique que je crois être de gouvernement à l'heure actuelle, avec quelques partenaires, c'est-à-dire le Parti socialiste. Bon, alors cette réunion a eu lieu et j'ai remarqué qu'il y avait une grande parenthèse qui avait été consacrée dans les discussions à la lutte contre un mouvement politique résumé par deux lettres, le FN, Front National. Qu'est-ce que ça signifie, la lutte contre le Front National? Ça signifie une lutte dans les médias. Ça signifie une lutte dans des débats télévisés, etc. Enfin, c'est la même chose. Ça signifie beaucoup de choses. Une lutte électorale, oui. Une lutte légale, oui. Et puis, ça signifie aussi d'éventuelles manifestations de rue. Par exemple, telle vedette de ce mouvement politique ou considérée comme telle va dans telle commune et puis brusquement, il y a des centaines d'opposants qui sont devant et qui crient leur colère. Avec les débordements qui peuvent se produire. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on appelle déjà, quand on stigmatise une formation politique et qu'on appelle à un grand mouvement de défense contre elle, ça peut signifier que si l'on voit des gens qui s'intitulent les antifas, oui. Tout simple anarchistes qui sont. Oui. Bon, oui, vous pensez que ça va leur donner une visibilité? Ça peut leur donner des sympathies de la part de ces gens-là qui sont le parti qui dirige les pouvoirs publics à l'heure actuelle pour regarder d'un œil compréhensif, à tout le moins, des manifestations de rue qui pourraient revêtir certains aspects. Je vais vous dire ce que j'ai vu de mes yeux vus récemment. Ça c'était à Paris, 1er arrondissement, rue du Louvre. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait des gens qui, pour honorer la mémoire du jeune Méric, sont descendus dans la rue, qu'ils portaient des drapeaux noirs, des drapeaux rouges et noirs, etc., qu'ils étaient incontestablement de la mouvance anarchiste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout le long du cortège, cette manifestation rendant hommage à un mort? Ils ont saccagé les vitrines, mais ça, c'est que j'ai vu des caisses d'épargne. Oui, mais c'est consubstantiel à leur mouvement. La question, c'est demain... quelle est leur perspective, sachant qu'il ne suffit pas d'avoir une sympathie de la part d'un pouvoir en place qui peut passer, c'est sur le moyen terme. Combien de gens ont été poursuivis pour avoir saccagé les vitrines en cause? Les policiers étaient sur place. Personne, mais leurs amis sont au pouvoir. La question, c'est vraiment... Vous l'avez dit. Mais la question, c'est vraiment à moyen terme. La question, c'est à moyen terme. Cela dépendra de la façon dont les sondages répercuteront telle ou telle chose et de l'inquiétude éventuelle que pourra susciter de la part des autorités en place, de sa majorité, etc., par rapport à telle ou telle grande ville en France, qui pourrait voir ses institutions locales bouleversées, sa majorité pour la constitution des gens de la mairie, etc. C'est très important. C'est très important en termes de pouvoir. Si vous évoquez telle ou telle commune, on a tout de suite compris. Alors, est-ce que c'est l'épreuve la plus importante du point de vue électoral? Non. Il est clair que d'autres sont beaucoup plus importantes parce qu'elles sont pas. Il y a un côté non politique finalement, malgré tout, dans les élections municipales. Mais c'était quand même, ça revêt de l'importance dans les grandes villes, où c'est très politisé. Et en un mot de conclusion, Nicolas Tandler, que pensez-vous de l'émergence de l'islam et de l'islamisme comme fait social et fait politique, et la position que peuvent adopter ces mouvements face à quelque chose qui leur échappe en partie? Dès le début des années 20, le Parti communiste de la Troisième Internationale y pensait. Il diffusait des brochures en langue française, en excellent français, signées d'oulémas, pour dire qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre l'islam et le marxisme, avec des citations du Coran, en veux-tu, en voilà. Bon. Puis, il y a eu la constitution de l'étoile nord-africaine en Afrique du Nord, sous l'égide de la Troisième Internationale, qui a fait quand même des scores électoraux impressionnants quand elle se présentait aux élections. Bon, alors ça c'est toute une histoire qui nous est... Mais l'Algérie était française notamment à l'époque, donc on s'écarte pas tellement du sujet. Et il y avait les Algériens présents en France, les Français musulmans présents en France. Et donc, on en arrive tout de suite à la fin. Les mouvements marxistes ont
ont toujours souhaité les meilleurs contacts avec les travailleurs immigrés d'origine musulmane, censés être des musulmans en France. Ceci a été suivi aussi bien par la Ligue communiste que par beaucoup d'autres. J'ai ici un document très clair où un théoricien du Parti communiste, Étienne Balibar, très connu, déclare qu'il faut soutenir le mouvement des femmes voilées. C'est très clairement dit. Bon, voilà. Et ça date cependant, Nicolas Tandler, du Parti communiste français. Les musulmans de France, eux, sont extrêmement réticents à l'égard de l'extrême gauche. Oui, mais ça peut se faire de manière assez subtile. Ça va vous étonner, mais il y a toujours eu des trotskistes d'origine locale en Afrique du Nord, notamment en Algérie. On n'y pense pas beaucoup, mais ils existent. Et il y en a eu d'autres, moins nombreux au Maroc et en Tunisie. Ils existent. Ils existent dans l'immigration. On appelle l'immigration. Bon, voilà, en ce moment. Bon, et voilà. Et donc, il y a des espoirs. Ils ont une base, ils ont un noyau à l'intérieur, et ils ont cette volonté. Et il y a plusieurs manières d'agir sans apparaître en première ligne. Nicolas Tandler, merci beaucoup pour cette très riche émission où nous avons balayé tout un pan de l'histoire nationale mais aussi de l'histoire internationale. L'extrême gauche, c'est une réalité. Nous n'avons pu évoquer quasiment que la France, mais c'est vrai que la France a une situation tout à fait particulière par la diversité de ses mouvements. Encore merci donc pour ces éclairages et j'espère que tous ces éléments permettront évidemment à nos auditeurs de juger en vérité de la nature de ces mouvements et de ce qu'ils représentent. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.